Le 15 décembre 2023, dans un silence absolu, un homme s'est éteint à Molégès, loin des caméras, loin des projecteurs qui l'avaient illuminé pendant un demi-siècle. Il n'y avait ni foule endeuillée, ni cortège national. Seulement une maison vide, un fils veillant au chevet d'un père brisé et un compte bancaire en déficit. Guy Marchand. Pour des millions de Français, il était Nestor Burma, le flic ironique et indestructible. Mais derrière cette image familière, une vérité glaçante. L'acteur est mort ruiné, sans laisser la moindre fortune, ni même un testament. Comment un homme aussi charismatique, aussi omniprésent dans les foyers français, a-t-il pu finir ainsi? Qu'est-ce qui l'a poussé à vivre si intensément qu'il en a tout perdu, jusqu'à son nom dans les mémoires? Belleville, dans les années 40, un quartier populaire où l'on apprend tôt à se défendre, à rêver sans trop espérer. C'est là qu'est né Guy Marchand, le 22 mai 1937, dans une famille modeste. Très tôt, il comprend que la vie ne sera pas douce. À l'âge de 10 ans, il est frappé par une tuberculose sévère. Pendant des mois, il reste alité, entre fièvre et délire, à la merci d'une maladie qui aurait pu l'emporter à tout moment. Mais c'est dans cette faiblesse que naît sa première force. Contre toute attente, il guérit. Et dès sa convalescence, il découvre la seule chose capable de lui redonner le goût de vivre, les chevaux, le galop, l'adrénaline, l'odeur du cuir et de la terre battue. Monter à cheval devient un symbole, la liberté, l'élan vital, l'échappée belle. Toute sa vie, cette passion ne le quittera jamais, jusqu'à l'obsession. Adolescent, il est d'une beauté singulière, regard perçant, mâchoire affirmée, sourire en coin. Il fascine autant qu'il agace, mais sous cette allure fière se cache une rage sourde, un besoin de prouver qu'il vaut mieux que le destin qu'on lui prédit. Il refuse la banalité, il rejette les chemins tracés, il veut vivre plus fort, plus vite, plus libre. Après des études classiques sans éclat, Guy s'engage dans l'armée, pas par conviction patriotique, mais par goût du risque. Il choisit les paras, les hommes qui tombent du ciel. La guerre d'Algérie n'est pas un décor de cinéma, c'est une déchirure. Les ordres absurdes, la peur constante, la mort omniprésente. Il en revient changé, moins naïf, plus dur, mais aussi plus décidé encore à ne jamais subir. Et c'est peut-être là, dans ces années de feu et de poussière, que naît chez lui cette distance ironique qu'il affichera toute sa carrière. Ce ton détaché, presque cynique, qui cache mal les blessures enfouies. Car Guy Marchand ne pleure pas, il transforme la douleur en élégance, en sarcasme, en humour. C'est justement cette posture, entre séduction et dérision, qui attire l'attention d'un assistant de production lors d'un cocktail parisien. Il a alors la trentaine. On lui propose un petit rôle dans une publicité. Il accepte, par jeu. Mais devant la caméra, quelque chose se passe. Son regard accroche, sa voix grave captive, sa nonchalance fascine. Très vite, les petits rôles s'enchaînent. Il n'a pas fait le conservatoire, il ne connaît pas les grands textes classiques, mais il a ce que les autres n'ont pas, une présence, un mystère, une tension intérieure. Ce qui frappe, c'est sa capacité à être là sans en faire trop, à imposer sans hausser le ton. Guy Marchand entre dans le monde du spectacle sans fracas, sans tapage, mais avec une force tranquille, presque dérangeante. Il devient ce genre d'acteur qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qu'on n'oublie jamais. Et pourtant, même lorsqu'il commence à percer, il reste fidèle à ses racines. Belleville ne le quitte pas. Il parle avec gouaille, il aime les gens simples, il méprise l'arrogance du milieu artistique. Il fréquente les bars plus que les salons mondains, les terrains de course plus que les tapis rouges. Parce qu'au fond, Guy Marchand n'a jamais voulu être une star. Il voulait seulement exister pleinement, vivre chaque instant sans compromis, quitte à se brûler les ailes. Mais peut-on vraiment échapper à ce qu'on est? Cette rage de vivre, née sur un lit d'hôpital, allait devenir sa plus grande force et sa plus grande malédiction. Il ne court pas après la lumière, pourtant c'est elle qui finit par le rattraper. Dans les années 70, Guy Marchand s'impose discrètement mais sûrement comme un visage familier du cinéma français. Des seconds rôles d'abord,
dans des comédies de mœurs ou des polars de série B. Mais à chaque apparition, il laisse une empreinte. Son phrasé traînant, son regard moqueur, sa manière de camper des personnages ambigus séduisent les réalisateurs les plus exigeants. Puis vient l'année 1981, et avec elle, le choc Garde à vue de Claude Miller. Marchand y incarne l'inspecteur Gallien face à Lino Ventura et Michel Serrault. 3 monstres dans une pièce fermée. Pas d'effets, pas de décors somptueux, juste des dialogues tranchants, des silences pesants et une tension constante. Guy Marchand n'est ni héros ni méchant. Il est cette figure trouble qui navigue entre empathie et brutalité, qui pose les questions les plus dures sans jamais hausser la voix. Sa performance est saluée par toute la critique. En 1982, il décroche le César du meilleur acteur dans un second rôle. Il ne sourit pas en montant sur scène, il semble presque gêné. C'est un accident, murmure-t-il, mais la salle se lève. Pour la première fois, il est reconnu non seulement comme un bon comédien, mais comme un immense acteur. Pourtant, ce n'est que le début. En parallèle du cinéma, la télévision lui offre un terrain d'expression inattendu et massif. En 1991, France 2 lance la série Nestor Burma. Le personnage, né de la plume de Léo Mallet, est un détective parisien cynique, désabusé, toujours entre 2 verres de whisky et 2 secrets de famille. Guy Marchand incarne le rôle pendant plus de 10 ans, dans plus de 40 épisodes. Chaque semaine, plusieurs millions de téléspectateurs s'installent devant leur écran pour retrouver sa silhouette fatiguée, son imperméable froissé et son humour noir. Nestor Burma, c'est la consécration populaire. Guy Marchand entre dans les foyers français. Il devient le détective préféré des Français, une figure rassurante, à la fois proche et insaisissable. Il plaisante avec les flics, il drague les femmes fatales, il murmure plus qu'il ne crie, et le public adore ça. À l'époque, certains épisodes réunissent jusqu'à 8 millions de téléspectateurs. Mais il y a plus, car Marchand ne se contente pas d'être comédien, il est aussi musicien, passionné de jazz, de tango argentin, de boléro cubain. Il joue du saxophone, compose, chante. Il rêve d'un public d'esthètes, de petites salles enfumées où l'on écoute en silence. Il enregistre plusieurs albums, souvent passés inaperçus, jusqu'au jour où il écrit « Destinée », une chanson légère, presque kitsch, destinée à faire rire ses amis. Mais le destin, justement, en décide autrement. En 1984, le réalisateur Étienne Châtillier choisit Destinée pour la scène finale du film Le Père Noël est une ordure, devenu culte. La voix grave de Marchand, ses paroles naïves et répétitives, son refrain entêtant, tout y est. La chanson devient un tube immédiat. Elle se vend à plus de 600 000 exemplaires, passe en boucle à la radio, devient un symbole de la comédie française décalée. Et pourtant, Guy Marchand en souffre. Il n'a jamais voulu ça. Pour lui, Destinée est un accident de parcours, une trahison artistique. Il dira plus tard « Ce n'est pas moi, c'est un malentendu ». Dans les interviews, il esquive le sujet. Il préfère parler d'Astor Piazzolla que de ses passages à la télévision. Ce paradoxe, cette tension entre la reconnaissance populaire et la quête d'élégance artistique, traverse toute sa carrière. Guy Marchand est à la fois l'homme du peuple et celui des marges. Il tourne avec les plus grands, Chabrol, Lelouch, Sautet, mais ne cesse de revenir à la télévision, aux rôles récurrents, aux personnages ambigus. Il refuse de choisir, et c'est peut-être ce qui fait sa force. Mais derrière les caméras, un autre homme se dessine, plus tourmenté, moins stable. Il dépense sans compter, il s'entoure d'amis éphémères, multiplie les conquêtes. Il rit fort, mais ses silences sont encore plus bruyants. Il déteste les compromis, fuit les agents, méprise les banquiers. Il ne construit rien, il vit, intensément, follement. Et pendant que les projecteurs brillent, personne ne voit encore les premières fissures apparaître. Il y a des hommes qui avancent dans la vie comme sur un fil, entre élégance et vertige. Guy Marchand en faisait partie. Derrière la façade du comédien brillant et du chanteur populaire, les signaux d'alerte s'étaient multipliés depuis longtemps, mais personne ne voulait vraiment les voir. Ou peut-être que tout le monde s'en amusait. Après tout, ce qu'on prenait pour des excentricités faisait aussi partie de son charme. Tout commence avec son rapport à l'argent. Dès les années 80, Marchand mène grand train. Il achète des chevaux, des voitures américaines de collection, voyage en Amérique latine, fréquente les hôtels de luxe. Mais surtout, il ne tient aucun compte de ses revenus réels. « Mon banquier me déteste », plaisantait-il dans une interview de 1993. Il en rit, mais ne nie pas. Il avoue vivre à découvert permanent et n'avoir aucune épargne. « J'ai horreur de penser à l'avenir.
Je préfère vivre comme si j'étais immortel. » Ses amis du métier le décrivent comme un homme insaisissable, tantôt chaleureux et généreux, tantôt distant et brutalement honnête. Il refuse tout ce qui ressemble à une contrainte, contrat à long terme, investissement, sécurité sociale. Il ne veut dépendre de personne. Mais paradoxalement, il n'a jamais appris à être seul. Les femmes défilent dans sa vie, certaines l'adorent, d'autres le fuient. Lui garde toujours cette même réponse, « Je ne suis pas fait pour les attaches ». En 1998, il épouse Adelina, une ancienne mannequin allemande de 40 ans sa cadette. Un mariage qui choque, non pas à cause de la différence d'âge, mais parce qu'elle semble si peu correspondre à son univers. Guy se transforme. Il quitte Paris pour le sud, s'isole, tente de ralentir. Mais ses proches disent qu'il s'ennuie. Et lorsqu'Adelina le quitte en 2005, il sombre dans une profonde mélancolie. Il parle moins, écrit plus. Mais surtout, il dépense encore davantage. C'est à cette époque que la presse commence à évoquer ses difficultés financières. Marchand nie, puis finit par concéder qu'il est un peu à sec. Il vend plusieurs voitures, liquide certains biens, mais refuse catégoriquement de revoir son train de vie. Il se lance dans des projets musicaux coûteux, produit des albums de tango peu rentables, monte des spectacles intimistes dans des salles vides. Son humour devient plus noir, plus acide. Dans une émission radio en 2007, il lâche « J'ai dépensé tout ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Heureusement que j'ai encore du charme. » Rire en studio, mais derrière une vérité glaçante. Il est au bord du gouffre. Autre élément troublant, son rapport à la mémoire. À partir de 2010, plusieurs collaborateurs notent des absences, des trous de texte. Marchand semble confondre certaines dates, mélange ses rôles, perd parfois le fil en interview. Il se justifie. C'est l'âge, et puis je m'en fous un peu. Mais ceux qui le connaissent bien perçoivent une forme de panique derrière cette désinvolture. L'homme qui avait toujours maîtrisé son image commence à en perdre le contrôle. En 2015, lors d'un salon du livre où il présente un recueil autobiographique, il est aperçu seul dans un couloir, visiblement confus. Il met plusieurs minutes à retrouver sa table. Les organisateurs minimisent, mais l'incident est symptomatique. Quelque chose s'effrite. Ce qui frappe surtout, c'est sa relation ambivalente avec la célébrité. Guy Marchand ne supporte pas l'anonymat. Il aime être reconnu, salué, écouté. Mais il déteste les règles du jeu médiatique. Il refuse les selfies, méprise les influenceurs, fustige les nouvelles générations d'acteurs qu'il qualifie de formatés et inodores. Il ne participe plus aux grandes émissions de télévision, il se replie sur lui-même. Son dernier grand rôle date de 2017, dans une série passée inaperçue. Et puis, il y a cette peur, presque irrationnelle, de la déchéance publique. Dans plusieurs lettres non publiées, révélées après sa mort par son fils Jules, Guy confie son angoisse de devenir un vieux qu'on pointe du doigt dans la rue, qui bave, qui titube, qui n'est plus rien. Il écrit « Si un jour je perds la dignité, je préfère qu'on m'oublie ». C'est cette peur qui explique sans doute son refus catégorique de toute hospitalisation prolongée. En 2021, suite à une mauvaise chute, il rejette l'idée de rééducation en centre spécialisé. Il préfère s'enfermer chez lui, entouré de ses disques, de ses souvenirs et d'un vieux revolver qu'il garde toujours dans sa table de nuit. « Pas pour moi », précise-t-il à son fils, mais pour me rappeler que j'ai encore le choix. Plusieurs proches parlent d'une fascination morbide pour la fin. Il lit Siran, Nietzsche, Bergman. Il écoute en boucle des tangos tristes, parfois en pleurant. Son visage change, plus amaigri, plus creusé. Mais il refuse toute aide psychologique. « Je ne suis pas malade, je suis lucide, et c'est ça qui est insupportable. » Ces dernières années, les rares interviews qu'il accorde deviennent étranges. Il s'exprime par aphorismes, coupe ses phrases, évite les sujets personnels. Lorsque le journaliste de Télérama le demande en 2022 s'il pense encore à l'avenir, il répond « L'avenir, c'est un bruit de pas qu'on n'entendra jamais ». Une phrase magnifique, mais aussi terriblement sombre. Ainsi, l'homme qu'on croyait inoxydable, éternellement ironique, laissait filtrer les premières fêlures, non pas dans un cri, mais dans un murmure. Lentement, Guy Marchand cessait d'être un acteur pour devenir un fantôme. L'année 2019 marque un tournant silencieux mais irréversible. Guy Marchand ne travaille plus, ou presque plus. Les propositions se raréfient, les producteurs le jugent imprévisible, trop fragile ou simplement dépassé. Lui, bien sûr, rejette l'idée. « Je ne veux pas jouer un vieux, je suis encore vivant, bon sang ».
Mais les rôles de séducteurs lui échappent, les détectives aussi. Et le cinéma a déjà tourné la page. Ses dettes, elles, n'ont pas disparu. Pire, elles se sont accumulées. Crédit immobilier, emprunt pour ses derniers projets musicaux, impayés divers. Son compte bancaire est dans le rouge depuis des années. Les huissiers toquent à la porte de sa maison de Molgès. Il vend une dernière voiture, met aux enchères quelques souvenirs. Mais ce n'est qu'un pansement sur une hémorragie. Ceux qui l'approchent alors parlent d'un homme à la fois résigné et amer. Il plaisante toujours, c'est son bouclier, mais ses yeux brillent moins. Il dort mal, il mange peu, il parle tout bas. Certains jours, il ne sort même plus. Il reste des heures dans son fauteuil à regarder les chevaux à la télévision ou à écouter Gardel en boucle, les larmes aux yeux. Sa fierté l'empêche de demander de l'aide. Il décline les invitations, refuse les subventions, rejette toute idée de retraite d'artiste. Pour lui, c'est une honte, un aveu de faiblesse. Il préfère s'enfoncer en silence, avec panache. Mais l'isolement devient un piège. Plus d'équipe, plus de plateau, plus de public, juste quelques proches de plus en plus inquiets. Son fils Jules, en particulier, tente de maintenir le lien, de proposer des solutions. Il parle d'une biographie, d'un documentaire. Marchand écoute, sourit, puis change de sujet. « Laisse-moi finir ma dernière scène en paix. » En avril 2022, une simple infection urinaire dégénère. La fièvre monte, les douleurs se multiplient. Transporté en urgence à l'hôpital d'Arles, Guy Marchand est diagnostiqué avec une septicémie avancée. Les médecins hésitent à intervenir tant son état général est affaibli. À 85 ans, il est trop faible pour supporter une opération lourde. Il refuse l'intubation, il refuse les soins palliatifs, il exige de rentrer chez lui. C'est là, à Molgès, que commence l'ultime retraite. Jules quitte Paris pour s'installer à ses côtés. Il transforme le salon en chambre médicalisée, installe une aide-soignante de jour. Marchand, amaigri, fatigué, ne parle presque plus. Mais parfois, il murmure quelques phrases à voix basse. « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur qu'on m'oublie vivant. » Il refuse qu'on le photographie, il fait retirer tous les miroirs. Il veut qu'on garde de lui l'image de Nestor Barma, pas celle d'un vieillard sans voix. Chaque matin est un combat, pour se lever, pour manger, pour rester digne. Il écoute ses vieux enregistrements, il corrige mentalement ses erreurs, il relit ses partitions, il parle à ses chevaux en rêve. Le 15 décembre 2023, à 6h47 du matin, son cœur cesse de battre. Il s'éteint dans le silence, les mains dans celles de son fils, une larme coulant sur sa joue. Il n'a laissé ni testament, ni instruction funéraire, aucune fortune à transmettre, pas même un bien immobilier. Juste quelques disques, une vieille machine à écrire et une garde-robe soigneusement pliée. L'annonce de son décès passe presque inaperçue dans les médias nationaux. Une brève, quelques tweets d'hommage, un article dans le Figaro. Mais rien à la hauteur de ce qu'il a été. Et peut-être est-ce exactement ce qu'il avait pressenti et redouté. Le jour même de la mort de Guy Marchand, son fils Jules publie une lettre manuscrite sur les réseaux sociaux. Quelques lignes, tremblantes, extraites d'un carnet Moleskine retrouvé près du lit. Une confession, ou peut-être une dernière pirouette. On y lit ceci. « Je n'ai pas fait fortune, je n'ai pas bâti d'empire, j'ai seulement voulu être libre. Et la liberté, c'est cher. » Quelques jours plus tard, Jules accepte de parler à un journaliste de Libération. Il raconte les dernières années, les nuits d'insomnie, les silences coupants, les souvenirs confus. Il évoque un homme qui, derrière le cynisme, n'a jamais cessé de chercher un sens. « Mon père était plein de contradictions. Il voulait qu'on l'aime, mais se rendait insupportable. Il rêvait de postérité, mais refusait toute trace écrite. Il disait « Ce que j'ai fait est visible à l'écran, c'est suffisant. » Et puis il y a cette révélation. Dans un enregistrement audio privé que Jules hésite longtemps à partager, on entend Guy Marchand dire « Destinée, cette chanson je l'ai toujours détestée, mais elle m'a payé mes dettes pendant des années. C'est un peu comme une maîtresse qu'on n'aime pas, mais qu'on ne peut pas quitter. » Le mythe du chanteur honteux se fissure. Ce n'était pas qu'un caprice artistique, c'était un mécanisme de survie. Il savait que Destinée était sa seule rente. Il le cachait, il en riait, mais il l'encaissait. Chaque passage radio,
Chaque film rediffusé, chaque pub utilisant l'air de sa voix, c'était quelques euros de plus. De quoi tenir, un peu. Un autre détail longtemps tu, en 2020, Guy Marchand avait discrètement sollicité la Société des auteurs pour un soutien exceptionnel. Une demande de secours, rédigée à la main, dans un style direct et sans phare. Je n'ai pas su gérer ma carrière. J'ai tout misé sur le moment présent. Maintenant, il n'y a plus de scène. Juste un vieux type avec un passé trop lourd et un avenir trop court. La commission lui accorde une aide modeste qu'il refuse de percevoir intégralement. Fierté, honte, nul ne le sait. Dans une autre lettre non datée, retrouvée dans ses papiers personnels, il écrit à Jules « Je t'ai aimé à ma manière. Ce n'était pas toujours clair, pas toujours juste. Mais souviens-toi, j'ai voulu mourir léger, sans bagages, sans dettes émotionnelles. » Ces mots, simples et brutaux, résonnent comme une épitaphe. Pas d'héritage matériel, mais une lucidité désarmante. Pas de manoir, mais une trajectoire unique, tordue, flamboyante. Et si c'était ça la vérité de Guy Marchand? Ne rien transmettre pour ne pas transmettre ses blessures, ne rien posséder pour ne pas être possédé? Il avait toujours fui la postérité figée. Il refusait les biographies, les hommages prématurés, les rétrospectives télévisées. Il disait « Je ne veux pas qu'on me résume, je suis un brouillon. » Et les brouillons, ça ne se publie pas. Mais le public, lui, se souvient. D'un sourire en coin, d'une voix rauque, d'un homme qui semblait savoir des choses que nous n'ignorions. Un homme qui, derrière ses répliques ciselées, ses gestes nonchalants, portait le poids d'un secret simple et bouleversant. Il ne voulait pas être éternel, il voulait juste ne pas trahir ce qu'il était. Guy Marchand n'a pas eu de funérailles nationales, pas de tapis rouge pour son dernier départ, pas de discours officiels, pas de caméras alignées devant une église, seulement quelques proches, quelques silences, et une urne modeste posée dans un coin discret du cimetière de Molège. Et pourtant, que reste-t-il aujourd'hui de lui? Des répliques inoubliables, distillées à la télévision pendant des décennies, une chanson qu'il haïssait, devenue immortelle, un personnage, Nestor Burma, qui a marqué une génération. Mais au-delà des écrans, ce qui demeure, c'est un style, une attitude, une manière d'être au monde entre provocation et mélancolie. Guy Marchand n'était pas un héros, il ne cherchait pas à l'être. Il n'était pas non plus un martyr. Il refusait la compassion comme il refusait les injonctions à se ranger. Il a vécu au-dessus de ses moyens. Il a aimé sans mesure. Il a brûlé ses propres ponts. Pas par ignorance, mais par choix. Il a voulu maîtriser chaque image de lui-même. Et c'est sans doute pour cela qu'il a préféré disparaître dans l'ombre plutôt que d'être réduit à une caricature. Il ne voulait pas qu'on le voie vieillir. Il ne voulait pas d'un dernier rôle pathétique. Il voulait que l'on se souvienne de lui tel qu'il était, insolent, élégant, inessabable. Mais cette quête d'absolu a un prix, et c'est peut-être là que réside la vraie tragédie. Dans une époque obsédée par la transmission, l'optimisation, la prévoyance, il aura choisi le désordre, le présent, l'incertitude. Pas de bien à transmettre, pas de leçons à donner. Seulement une trace diffuse, un parfum d'indépendance, une silhouette qui s'éloigne en fredonnant un air de jazz. Alors, que faut-il retenir de Guy Marchand? Le flic cabossé? Le chanteur malgré lui? L'homme ruiné? Le séducteur au regard triste? Ou faut-il tout simplement se poser cette question? Et si vivre pleinement, c'était aussi accepter de tout perdre?